Bonsoir à tous, bienvenue sur Public Sénat, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro d'Allons plus loin. Nous sommes ensemble pendant 1 heure, on va donc prendre le temps d'analyser et de questionner toute l'actualité politique et parlementaire. On va d'abord le faire avec notre invité du jour, David Assouline, bienvenue, vous êtes sénateur socialiste de Paris, vice-président du Sénat, membre de la commission de la culture, de l'éducation et de la communication. Vous allez réagir à différents sujets et notamment aux intentions d'Emmanuel Macron avec la taxe GAFA qui pose question depuis son intervention sur TF1 hier soir, on verra pourquoi. Allons plus loin, c'est aussi le club. 3 intervenants qui ont des choses à vous dire avec nous aujourd'hui, mais à distance. Jérôme Rabier, bienvenue Jérôme. Les partis en ordre de bataille en vue des élections sénatoriales. Oui, dans tous les partis, ça discute, ça s'active et ça tranche pour désigner les candidats à ces élections sénatoriales. Et on verra comment. Quentin Calmet est également avec nous sur ce plateau. Bonsoir, bienvenue Rebecca. Quentin. Retour avec vous sur l'audition du nouveau garde des Sceaux au Sénat. Un face-à-face intéressant entre Éric Dupond-Moretti et Philippe Bas, bien sûr. Oui, bien sûr, on sait qu'Éric Dupond-Moretti était très à l'aise dans ses habits d'avocat pénaliste. On va voir que le costume de ministre de la Justice est un peu plus difficile à enfiler. C'est un petit peu plus compliqué. Bruno Fulini est également avec nous, historien, auteur de Les rois fous de l'histoire. Zoom avec vous sur la guerre franco-prussienne il y a 150 ans, dont les conséquences politiques pourraient vous intéresser, David Assouline. Et oui, il y a 1 siècle et demi, par un beau soleil de juillet, la France entrait en guerre contre la Prusse et la quasi-totalité de l'Allemagne. Dans une demi-heure, notre grand débat. Nous reviendrons en détail et avec des acteurs de terrain sur le Ségur de la santé, bouclé hier par Olivier Véran. Le ministre de la Santé a tout revu, financement, investissement, gouvernance, salaire. Tout cela est un peu passé inaperçu à cause du plan européen, mais l'étape est semble-t-il majeure. Est-ce pour autant le nouveau souffle tant attendu par les soignants ? #ALPL si vous souhaitez réagir sur Twitter. Mais d'abord donc cette taxe GAFA qui revient sur le tapis. Cette fois, elle réapparaît sous un angle un peu nouveau. Des années que le gouvernement français cherche à taxer les géants du numérique. Des années qu'il bute aussi sur le refus de nos partenaires et sur les menaces américaines. Cette fois, le chef de l'État y croit. C'est même ce qui nous permettra, selon lui, de rembourser en partie la dette engendrée par ce plan de relance européen. Y croyez-vous aussi, David Assouline ? On vous posera la question. D'abord, les détails avec Fabien Riquer. Pour financer son plan de relance, l'Europe veut se doter de ressources propres, notamment fiscales, comme l'a rappelé mardi Emmanuel Macron. C'est-à-dire de pouvoir, au niveau européen, lever un impôt sur les grandes entreprises et les acteurs internationaux qui ne jouent pas le jeu de nos politiques. De quoi relancer le serpent de mer d'une taxe européenne des géants du numérique, dite taxe GAFA. En juillet dernier, la France avait adopté sa propre taxe GAFA qui prévoit de taxer les chiffres d'affaires de Google, Apple ou Amazon à hauteur de 3% et devrait rapporter 300 millions d'euros à l'État en 2020. Une initiative qui vaut à Paris des menaces de sanctions commerciales de la part des États-Unis. En tous les cas, la France est un des seuls pays à l'avoir mis en place, ce qui explique la difficulté, notamment la forte opposition des Américains. Ce genre de taxe, ça ne fonctionne que si l'ensemble des pays s'y mettent. C'est un peu la même chose que la taxe carbone. Si on est le seul pays à le faire, évidemment, la difficulté, c'est qu'il y a beaucoup d'érosion dans la taxe, beaucoup de contestations. Et pour moi, ça fait partie typiquement des ressources qui doivent être collectées au niveau européen. Problème, certains pays européens ne veulent pas entendre parler d'une taxation des GAFA, comme l'Irlande, alors que Bruxelles avait sommé Apple de verser 13 milliards d'euros d'arriérés fiscaux à l'Irlande. Le gouvernement irlandais avait fait appel et vu la justice européenne annuler la décision. On a un problème au niveau de l'Union européenne, c'est que la plupart des sujets fiscaux doivent être décidés à l'unanimité. Et dès lors que l'Irlande est contre, ça pose un certain nombre de problèmes. Mais il existe des passerelles dans les traités européens pour se passer de l'unanimité et prendre des décisions à la majorité qualifiée. Et il suffit de volonté politique d'un grand bloc de pays pour pouvoir avancer sur ces sujets. En tout cas, l'Union européenne ne pourra pas garder le status quo. Il y a une pression citoyenne de plus en plus forte. Des négociations sur la taxation des activités numériques sont en cours au niveau de l'OCDE. L'organisation affirme vouloir aboutir à un accord international avant la fin de l'année. Allons plus loin d'abord sur ce sujet avec vous, David Assouline. Une taxe GAFA européenne pour rembourser cette dette. Vous y croyez, notamment peut-être avec cette pression citoyenne dont parlait l'intervenant d'Oxfam ? Oui, j'y crois, mais c'est une question de volonté politique, c'est ce qui est dit. Il y a l'opinion, les citoyens trouvent ça logique, parce que c'est les GAFAM, y compris quand il y a une situation aussi dure pour tout le monde que la crise sanitaire qu'on a connue, ce sont les seuls bénéficiaires.
parce que leurs revenus ont augmenté probablement parce que tout le monde était sur le net et la publicité qui a migré largement chez Google, etc. aujourd'hui, eh bien, ils ont pu encore mieux exposer le commerce de ces publicités et donc gagner encore plus d'argent. Donc, et leur fiscalité, c'est à peu près 2 fois moins que toutes les autres entreprises sur le continent européen. Donc il y en a assez. C'est pas possible de continuer à se dire, parce que c'est après une question démocratique qui se pose pour tous les chefs de gouvernement qui sont issus de légitimité démocratique, de devoir dire je ne peux pas, parce qu'il y a des puissances économiques ou financières qui ont la force ou la puissance plus grande que beaucoup d'États et qui s'émancipent des lois. Je l'ai vécu pour une loi que j'ai fait voter à l'unanimité ici à l'Assemblée, qui va avoir 1 an dans quelques jours, puisque c'était la loi du 24 juillet 2019, qui disait tout simplement qu'il devait, c'est une transposition de directive européenne, parce qu'on savait que c'était le combat européen. Donc on a décidé d'appliquer cette directive à la France et de dire que pour tous les contenus de presse qu'ils utilisent et qu'ils ne produisent pas, qui coûtent de l'argent pour ceux qui les produisent, notamment les éditeurs et donc le travail des journalistes payés, eh bien ils doivent rentrer en discussion avec les éditeurs pour monnayer cela d'une façon ou d'une autre. Et ils ne l'appliquent pas depuis 1 an. Ça fait 1 an qu'ils disent ils ont qu'à nous dire qu'ils ne veulent plus être référencés. Donc comme ils sont en position dominante, bien entendu, c'est un espèce de chantage incroyable. Donc ils s'assoient sur une directive européenne et sur la loi française, comme si c'était une option, appliquer la loi. Or, c'est une obligation, ça il faut le dire à Google et à d'autres. Donc c'est ça, mais la taxe, aujourd'hui, je crois que l'OCDE, c'était le bon chemin, parce que c'est pas seulement européen, c'est mondial, mais ça tergiverse parce que les Américains mettent des vétos et menacent. Il faut maintenant que l'Europe avance et ne soit pas enfermée dans la règle de l'unanimité. Vous savez, c'est la volonté. Parce qu'on l'a vu, c'était impensable, un emprunt de 700 et quelques milliards. 50. Vous vous en souvenez. On nous disait que ce n'était pas possible, etc. Et quand on le proposait, nous, même le président de la République actuelle, avant cette crise sanitaire, disait que ce n'est pas possible. Ça sort du cadre du possible de l'action publique et politique. Et c'est devenu possible. Et il l'a défendu. Et bravo de l'avoir défendu. Je salue ce combat-là. Il faut l'accompagner. Certains disent qu'il se débarrasse de la taxe GAFA française qui était prévue pour refiler le mistigris à l'Union européenne, a-t-on pu lire sur Twitter, notamment de la part de journalistes. Bon, non, c'est pas comme ça que vous le voyez. Écoutez, peut-être qu'il y a des idées comme ça, cachées, de régler aussi d'autres problèmes par ce biais. Non, moi je vois la réalité, c'est que 300 millions, c'est rien par rapport à ce qu'on doit récolter de cela. Donc c'est pas s'en débarrasser. Aujourd'hui, il faut qu'ils payent leur dû. Et c'est au niveau européen que ça doit passer. Donc aujourd'hui, quand on dit que il va y avoir plus de 700 milliards d'emprunts sur les marchés. On sait que ce n'est pas un don, qu'il y a des remboursements à faire. Et donc, aller chercher des ressources nouvelles et continuer dans cet état d'esprit où l'Europe devient, pas fédérale, mais avance et donne du sens à l'Europe, parce que les gens ne croient plus en l'Europe, parce qu'il n'y a pas cette volonté. C'est ce genre de mesure qui peut les aider à y croire un peu plus. Mais je pense vraiment. C'est pour cela que je préfère voir le côté positif du combat du président de la République. On va continuer. Parce que c'est important pour la démocratie qu'on croit à l'Europe et qu'on croit à une Europe démocratique qui peut agir et qui n'est pas sous la coupe des marchés. David Assouline, on enchaîne, c'est l'heure du club. Et Quentin Calmet, on va commencer avec vous. Vous revenez sur un événement au Sénat, sur une audition que Philippe Bas avait lui-même annoncée avec un peu de malice dans l'hémicycle. On s'en souvient, c'est celle d'Éric Dupond-Moretti. Elle avait donc lieu aujourd'hui. Tout à fait, on attendait avec une forme d'impatience ce face-à-face. Éric Dupond-Moretti, grand avocat pénaliste, orateur hors pair face à la commission des lois du Sénat. Vous savez, celle qui avait pu comme cela cuisiner l'exécutif pendant l'affaire Benalla. Un suspense autour de l'audition de cet après-midi, nourri également par une invitation formulée, vous le disiez Rebecca, effectivement, dans l'hémicycle par Philippe Bas. Le président pince sans rire de la commission. C'était il y a 15 jours, on réécoute.
Monsieur le ministre, vous allez nous recevoir et nous allons vous auditionner. Après la déclaration de politique générale du Premier ministre, nous sommes pressés de vous entendre. Nous voulons rentrer dans les détails. Vous avez mis la barre haut, et même peut-être très haut. C'est la bonne altitude. Et maintenant, à vous de la franchir. Bon alors, quelle était l'ambiance cet après-midi ? Eh bien, l'ambiance était cordiale mais pressée et à un moment tendu. Cordiale car le Sénat entend pousser plusieurs sujets. Le budget de la justice, on va y revenir. L'indépendance des magistrats du parquet, la justice des mineurs ou encore la question de la responsabilité pénale des maires. Les sénateurs voulaient des précisions. Ils n'avaient qu'1h30 d'audition. Mais Éric Dupond-Moretti n'a pas encore les détails des arbitrages budgétaires ni du calendrier. Et c'était particulièrement flagrant sur la question du budget de la justice, déjà en dessous de la trajectoire de la loi de programmation. Écoutez le nouveau garde des Sceaux. Écoutez, Monsieur le Président, je vais vous être agréable et je vais être très rapide, car vous le savez, les arbitrages seront prochainement rendus. Donc pour les chiffres, il faudra que vous me réinvitiez et je les détaillerai très volontiers. Voilà, difficile de juger des ambitions d'Éric Dupond-Moretti sans ces arbitrages budgétaires. Le nouveau garde des Sceaux a pourtant scandé dans le journal du dimanche, c'était il y a quelques jours, qu'il aurait des moyens. Regardez, on le voit dans le journal. Et les sénateurs avaient donc cru comprendre que le garde des Sceaux avait eu des garanties. Écoutez Philippe Bas tout à l'heure, après l'audition, au micro d'Alex Poussard. Nous attendons de lui maintenant qu'il obtiennent l'accroissement des moyens du service public de la justice. Il n'a pas été en mesure d'annoncer d'arbitrage à ce jour. Eh bien, nous attendons avec impatience ces arbitrages. Nous pensions qu'il avait déjà obtenu des garanties du Premier ministre et du Président de la République. Vous nous parliez aussi d'un moment de tension, Quentin. Oui, à propos de toutes ces affaires pour lesquelles Éric Dupond-Moretti a été un avocat, des affaires retentissantes, celle d'Abdelkader Mera, la défense de Jérôme Cahuzac, celle de Patrick Balkany, pour n'en citer que vraiment quelques-unes. Alors comment garantir qu'il n'y aura pas une forme de conflit d'intérêts ou que le ministre ne va pas avoir accès à des informations qui concernent ses anciens clients? La question lui a été posée par d'ailleurs une de vos collègues, Marie-Pierre de La Gontrie, une collègue socialiste. Comment est organisé le ministère pour interdire toute remontée d'informations? Et donc ça a donné ce moment un peu de tension. Regardez. Je suis très clair là-dessus. Je ne m'interdis aucune remontée d'informations, sauf celles qui ont pu concerner mon activité antérieure. Et je vous dirai ce que j'ai fait. Je m'interdis en revanche, et nous sommes dans les clous des textes, de donner quelques directives que ce soit à qui que ce soit. C'est très clair. À quoi sert d'informer le garde des Sceaux s'il n'a pas le droit d'intervenir? J'estime que le garde des Sceaux peut recevoir des informations sur des affaires qui concernent le fonctionnement de l'État. Eh bien, je vais vous dire, je n'ai à ce stade, voyez-vous, reçu strictement aucune information sur la situation de M. Darmanin. Je sais une chose et vous la partagerez avec moi, c'est qu'il est présumé innocent. Nous sommes tous d'accord là-dessus. Je n'ai, madame, reçu strictement aucune information sur sa situation. On l'entend, le dossier Darmanin qui continue d'empoisonner la vie du nouveau gouvernement. Même chose pour le dossier des violences faites aux femmes. Éric Dupond-Moretti a été critiqué par des associations féministes et depuis sa nomination, il ne cesse d'évoquer ce dossier comme un dossier prioritaire, comme s'il cherchait à montrer patte blanche auprès de ses détracteurs. Et ça n'arrête pas. David Assouline, il vous gêne, ce nouveau garde des Sceaux ? Pas plus que d'autres. Je trouve que la seule vertu que peut avoir un changement de garde des Sceaux dans la situation actuelle, c'était, si c'était vrai, que pour accepter cette proposition, il est demandé les moyens qu'on refuse à la justice depuis si longtemps. Parce que c'est ça le seul enjeu public. C'est le nerf de la guerre, oui. Non, mais pour la justice, c'est dramatique. On ne peut pas continuer à parler de justice s'il n'y a pas une justice de proximité pour la masse des citoyens, qui soit accessible, qui soit fluide, qui soit plus rapide. Parce que tout ce climat populiste qui existe dans le pays, dans bien d'autres domaines, c'est aussi une contestation de la justice. Et s'il n'y a plus de confiance envers la justice, alors il y a du n'importe quoi. Et donc, c'est vraiment une réforme très importante.
Et pour cela, il faut des moyens. Et peu importe l'incarnation, vous voulez dire? Peu importe l'incarnation? Non, j'ai pas envie de juger les hommes. On le connaissait comme avocat, un avocat qui, on disait, il réussissait à acquitter tout le monde. Bon, j'ai mon point de vue personnel sur le choix de certaines défenses qu'il a faites, parce qu'on choisit aussi. Bon, sur le frère de Mera, y compris avec des dérapages verbaux dans sa défense, sur que on avait même dans le procès des nazis, eh bien, il y avait eu plus de dignité ou plus de respect. Bon, là, ce genre de comparaison, de dérapage, tout ça, bon, extrême confusion. Mais j'ai pas envie de rentrer là-dedans. Là, il est ministre. Je ne défends pas ce gouvernement comme celui d'avant. Je suis dans l'opposition et après, je juge par rapport à ce qui va être fait pour les citoyens et aux arbitrages financiers. Et d'ailleurs, et quand c'est bien, je le dis, tout à l'heure, j'ai dit que c'était bien le combat du président de la République, et pourtant je suis un opposant assez radical, tout le monde le sait dans l'hémicycle. Donc, mais c'est ça que je regarde d'abord. Et toutes les questions qu'ont posées mes collègues sont complètement légitimes, parce que comme il était avocat, c'est normal de s'assurer qu'il ne va pas y avoir de conflit d'intérêts par rapport à des affaires qu'il a soutenues, etc. Mais ce qui m'importe, c'est est-ce qu'il a... C'est pareil d'ailleurs pour Mme Bachelot, je m'occupe de la culture. On veut un plan de relance, la culture est par terre. Alors, si elle a dit oui et qu'elle ne sait pas si elle aura les moyens de le faire, parce que pour l'instant, j'ai rien vu, rien annoncé de supplémentaire parce qu'elle est là, bien c'est lamentable. Donc, j'ai cru, parce qu'il a beaucoup parlé, notamment dans le journal du dimanche, comme ça a été, qu'il avait obtenu quelque chose et que ça allait être un mieux pour les gens. Et je constate que pas complètement, en tous les cas pas encore. Et donc je le jugerai au résultat de sa politique et c'est pas très bien commencé. Rendez-vous dans 2 ans. Jérôme Rabier, on va continuer ce club avec vous. On est à 2 mois des élections sénatoriales et cela s'agite dans les partis politiques. Expliquez-nous un petit peu ce qui se passe. Eh bien, ça s'agite parce qu'on est dans la dernière ligne droite pour obtenir l'investiture des différents partis pour ces élections sénatoriales. Chez les Républicains, par exemple, ce matin se tenait la 3e commission nationale d'investiture où ont été tranchés les derniers départements, avec par exemple les candidatures dans les Bouches-du-Rhône, avec en 2e position, surprise, la médiatique députée des Bouches-du-Rhône, Valérie Boyer, qui se verrait donc bien changer d'hémicycle, passer de l'Assemblée nationale, la Chambre basse, au Sénat, la Chambre haute. Une petite surprise, sinon, du côté des Républicains, c'est plutôt la continuité qui prime avec de très nombreux sortants qui sont réinvestis. Je vous donne un scoop, Rebecca, le Sénat restera à majorité de droite et du centre après ce renouvellement de septembre. Alors du côté des LR, on est plutôt sur cette ligne, on ne change pas. Une équipe qui gagne et on mise plutôt sur la stabilité du groupe en termes de nombre de sénateurs. Écoutez à ce propos François-Noël Buffet, sénateur du Rhône, lui-même candidat et membre de la Commission nationale d'investiture qui vient donc de terminer son travail. Nous sommes prêts à aborder ces élections sénatoriales. La Commission nationale d'investiture a terminé son travail ce matin dans de très bonnes conditions. Maintenant, la campagne s'ouvre dès lors que les élections municipales ont plutôt été positives pour nous. Donc l'enjeu est de progresser et c'est notre état d'esprit. Chez les centristes, un deuxième composant de cette majorité sénatoriale, là aussi on mise sur la stabilité, comme l'a confirmé Hervé Marseille, le président du groupe. Pour nous, centristes, membres de la majorité sénatoriale, nous visons à, j'allais dire, confirmer notre présence au Sénat. Nous sommes actuellement 52. J'espère que nous le resterons et peut-être un peu plus. Et alors du côté du Parti Socialiste, votre parti, David Assouline, ça s'agite aussi, Jérôme ? Ça s'agite aussi, ça prend un peu plus de temps parce que ça discute au sein du PS, mais aussi avec les alliés, parce que les socialistes ont plutôt réussi les municipales, mais leurs alliés, les Verts, ont également réussi. Donc double objectif pour la gauche, la création d'un groupe écologiste qui n'existe plus depuis 3 ans. Ils devraient notamment remporter des sièges dans le Rhône, en Gironde, dans le Bas-Rhin, là où ils ont gagné des villes symboles comme Lyon, Bordeaux ou Strasbourg. Mais pour créer ce groupe, il faudra atteindre le seuil fatidique de 10 sénateurs. Du côté des socialistes, on espère une stabilité du groupe, voire une petite progression. Le Bureau national d'hier soir a validé un certain nombre de candidatures, mais pour l'instant, c'est celles qui ne posent pas de problème. On a déjà quelques noms et certains un peu plus connus que d'autres.
L'ancien ministre de la Justice de François Hollande, Jean-Jacques Urvoas, sera notamment candidat dans le Finistère. Il n'est pas tête de liste, il sera en 3e position. Ça ne garantit pas finalement son entrée au Palais du Luxembourg. C'est une élection qu'on suivra de près, évidemment. Mais au PS, pour les plus gros départements renouvelables, ceux qui envoient le plus de sénateurs au Palais du Luxembourg, il y a encore des discussions avec les alliés écologistes, mais aussi communistes. On est dans la dernière ligne droite de ces négociations, comme l'a confirmé le patron du groupe, Patrick Kanner. La dynamique unitaire est bien sûr plus compliquée à obtenir parce qu'il s'agit là de postes de parlementaires, donc nous sommes effectivement en négociation. Cette négociation n'est pas aboutie encore avec nos partenaires, elle le sera sûrement pendant le week-end ou elle ne le sera pas. Nous le verrons lors de notre prochain bureau national qui aura lieu mardi prochain pour les socialistes, auquel je participerai. L'objectif c'est, là où c'est possible, soit sur le plan national, soit sur le plan local, de trouver de bons accords pour que la gauche sorte renforcée des élections sénatoriales. Et du côté d'En Marche, on espère quoi après l'échec des municipales ? J'ai discuté avec des membres du groupe. L'objectif, c'est rester à un peu plus d'une vingtaine de sénateurs, mais de rééquilibrer un petit peu le point d'équilibre. Parce que le groupe La République En Marche au Sénat, c'est 90% d'anciens élus socialistes. Un groupe issu majoritairement de la gauche, un gouvernement qui penche à droite. Il faudrait rééquilibrer un petit peu tout cela. Et donc, au groupe En Marche, on tente d'attirer des gens de droite ou à minima qui ne s'opposent pas frontalement à la politique du gouvernement. Cette stratégie, on la voit notamment dans le département de l'Eure, un département normand où c'est Sébastien Lecornu qui mènera une liste La République En Marche, mais avec sur sa liste des élus Les Républicains, des sortants comme Nicole Duranton. Elle est sénatrice Les Républicains, elle fait campagne avec un ministre La République En Marche. Elle ne va pas rejoindre le groupe La République En Marche, mais au sein du groupe, on espère qu'une fois élue, puisqu'elle aura soutenu Sébastien Lecornu, elle ne s'opposera pas frontalement au gouvernement. Donc c'est plutôt cette stratégie, ne pas forcément avoir un groupe estampillé LREM, mais élargir les soutiens potentiels. Et du coup, en termes d'équilibre global, ça peut donner quoi ces sénatoriales, Jérôme ? Même si une élection, et encore moins les sénatoriales, ne sont jouées d'avance, on s'oriente quand même vers une certaine stabilité au Sénat. Chaque groupe espère peu ou prou conserver son nombre de sénateurs. La seule surprise, ou plutôt nouveauté, devrait être la création du groupe écologiste. Mais si on a pu entendre parler de vagues vertes lors des municipales, il ne faut pas s'attendre à cela au Sénat. Les écologistes vont remporter quelques sièges, mais on restera probablement loin, très loin d'un raz-de-marée. David Assouline, ça dirait quelque chose de la reconstruction de la gauche, une réussite au sénatorial ? Je ne pense pas que ce sont les sénatoriales qui sont le baromètre d'une dynamique qu'il faut créer pour reconstruire, rassembler, rénover, faire renaître. Je pense qu'il faut une métamorphose pour que la gauche revienne, et donc pas simplement du ripollinage. Et je pense que ce qui s'est passé au municipal, dont les sénatoriales sont qu'un petit reflet assez atténué, parce qu'en plus c'est que pour moitié, a donné le ton. Et hier j'étais à une rencontre à Tours de quasiment tous les nouveaux maires socialistes et nouveaux et réélus, nouveaux maires socialistes et écologistes. C'était très rafraîchissant. On avait là tous, qu'ils soient écologistes ou socialistes, au fond, disaient la même chose, qu'il y avait une grande radicalité à avoir dans les transformations pour le climat, pour l'environnement, pour l'alimentation, pour le quotidien, le cadre de vie, mais qu'il ne fallait absolument pas opposer, au contraire, cela au social qui était nécessaire, et même c'était la condition. Si on mettait en œuvre des réformes de ce point de vue, il fallait entraîner les couches populaires qui sont les plus atteintes par le réchauffement climatique, et qu'elles y avaient intérêt, qu'il fallait les entraîner, que donc il fallait des vraies politiques sociales, de solidarité, et puis cette exigence d'émergence citoyenne, où les citoyens, entre deux élections, veulent participer, veulent être acteurs. Donc ils disaient tous la même chose. On n'aurait pas connu leurs étiquettes, avec Anne Hidalgo, avec Éric Piolle à Grenoble et tous ces nouveaux maires. C'était très rafraîchissant de se dire qu'ils veulent mettre ça en place, ces politiques-là, qu'ils ont conscience qu'il y aura des grosses oppositions, notamment des lobbies, mais aussi du gouvernement dans d'autres secteurs. Donc il faut être ensemble pour peser, et que les aspirations qui les ont portées là, elles peuvent continuer à aller loin si on invente des formes qui permettent et aux partis d'être là,
mais de mettre en mouvement le premier parti de gauche, qui est celui de ceux qui ne sont pas dans les partis de gauche aujourd'hui, mais qui sont dans les syndicats, les associations, dans la société civile qui agissent. Donc j'ai été ça fait longtemps que je n'ai pas été à un endroit où j'ai senti et de la fraîcheur et une dynamique. Une dynamique, c'est-à-dire quelque chose, par exemple, que mes enfants ou des jeunes en général peuvent se dire en regardant la gauche, tiens, ça m'intéresse, c'est nouveau et je peux y aller. Une petite plongée dans l'histoire, David Assouline, avec Bruno Fulini, pour terminer ce club. Oui, parce que vous avez une formation en plus d'historien, je crois. Vous allez peut-être pouvoir avoir envie de réagir. Une histoire très ancienne avec vous. Mais il y a toujours des enseignements à en tirer sur le présent. Vous nous ramenez 150 ans en arrière avec la guerre franco-prussienne. Et oui, parce que l'été de nos jours, c'est la saison des vacances. Mais à l'époque où on combattait à pied et à cheval, c'était la saison de la guerre. Et il y a 150 ans, en 1870, en juillet, eh bien, effectivement, la France entre en guerre contre la Prusse. Comment se fait-il ? En fait, en juin 1870, Napoléon III, encore empereur des Français, est assez inquiet parce qu'il apprend qu'un Hohenzollern est candidat au trône d'Espagne. Les Hohenzollern, c'est la famille qui règne sur la Prusse. Donc évidemment, il y a un petit peu comme un parfum d'encerclement. Les Prussiens à l'est, les Prussiens au sud, c'est un peu embêtant. Et donc, il envoie un diplomate auprès du roi de Prusse, Guillaume Ier, pour lui dire que ça va très mal se passer, que la France n'acceptera pas qu'un Prussien règne sur l'Espagne. Ce diplomate ne va pas à Berlin parce que c'est l'été. Et à l'époque, l'été, eh bien, la bonne société, elle va prendre l'air, elle va dans les villes d'eau, elle va en villégiature. Et donc le roi de Prusse est en Rhénanie, il est à Ems, dans cette ville d'eau, où il reçoit ce diplomate français qui lui expose la position française. Et le roi de Prusse n'est pas plus va-t-en-guerre que ça, et explique que oui, bon, effectivement, il ne va pas soutenir son parent dans sa candidature au trône d'Espagne. Très bien. Le diplomate français se dit, bon, c'est peut-être une ruse. Et donc, il revient le lendemain pour savoir si cette position est définitive. Et le roi de Prusse lui dit que oui, il n'y a rien de nouveau, qu'il n'a rien d'autre à lui dire. Donc, a priori, les Français ont gagné. Les Français ont satisfaction sur le fond. On évite la guerre, c'est formidable. Mais il y en a un qui est très mécontent, c'est Bismarck. Bismarck, c'est le chancelier de Prusse, l'équivalent d'un Premier ministre, et lui, il veut la guerre. Il veut la guerre parce qu'il se dit qu'une victoire prussienne, eh bien, ça renforcerait son pays et ça ferait de la Prusse, finalement, le leader de cette Allemagne qui est très divisée. On pourrait proclamer un empire allemand et le roi deviendrait empereur. Alors, il rédige une dépêche. Il rédige une dépêche qui est censée rendre compte de ce qui s'est passé. Oui, mais, cette petite phrase, je n'ai rien de plus à vous dire, eh bien, il la répercute de telle façon que ça a l'air d'être une phrase blessante. Je n'ai rien d'autre à vous dire. Et à partir de là, quand la dépêche arrive, on est dans la fake news 1870. Quand elle arrive en France, on a l'impression que le roi de Prusse a congédié l'ambassadeur français comme un laquais. Et donc tout le monde est vexé. Il y a des manifestations dans les rues. Vive la guerre, au Rhin, à bas Bismarck, à bas la Prusse. Et le Parlement fait l'erreur de se laisser entraîner. En plus, on est très confiant. Donc on vote la guerre, on est très confiant parce que le maréchal Leboeuf, ministre de la guerre, a fait cette déclaration qui est restée dans les mémoires. Nous sommes prêts et archi prêts. Quand bien même la guerre durerait 2 ans, il ne manquerait pas un bouton de guêtre à nos soldats. Hélas, il leur manque des munitions, des cartes, des rations alimentaires. Les officiers ne trouvent pas leurs troupes. C'est un bazar incroyable. En face, la Prusse est très organisée. Son armée arrive. 21 États allemands alliés de la Prusse déclarent la guerre à la France, donc des effectifs doubles. C'est une catastrophe. Et cette guerre va être une des pires défaites françaises. Napoléon III, prisonnier à Sedan, se rend au début du mois de septembre. Et cette guerre aura des conséquences politiques énormes, parce que, bien sûr, cette défaite, c'est la chute du Second Empire. Les Parisiens proclament la République le 4 septembre 1870. Les Républicains veulent poursuivre la guerre, mais en 1871, il y a une assemblée qui est élue majoritairement monarchique, parce que dans les campagnes, par contre, on veut la paix, et c'est ce qu'ont promis les royalistes. Bref, ce divorce va produire un phénomène complètement nouveau, une insurrection, la Commune de Paris. Alors, ça vous inspire quoi, David Assouline ? Je crois qu'à la fin des années 80, vous avez conduit une liste municipale qui s'appelait le Paris de la Commune. Donc ça vous parle, la Commune de Paris ? Non, mais bien sûr. La Commune de Paris, c'est l'esprit de Paris qui est rebelle, qui a toujours été rebelle par rapport au pouvoir central, alors que dans la France, on considère que c'est Paris le pouvoir central. Mais les Parisiens ont toujours été dans cette tradition révolutionnaire, avec la prise de la Bastille et puis tous les autres événements révolutionnaires, 1848 avant. Et ce qui est intéressant, c'est comment, à un moment donné, dans cette guerre, comment ceux qui sont censés représenter la France, ce tiers en particulier,
préfère quand même les Prussiens à ce peuple ouvrier de Paris et massacre le peuple de Paris. Et comme quoi, c'est pour cela d'ailleurs que Marx, étudiant cette révolution, dit que la guerre qui avait lieu, c'était une guerre de classe. Et avec l'esprit internationaliste, la Commune, c'est des étrangers qui étaient élus députés dans mon arrondissement et ailleurs, qui étaient même ministre du Travail. C'était un juif hongrois qui avait la nationalité hongroise, qui était ministre. Donc c'était aussi une conception de la République universaliste, où c'était ceux qui servaient le bien commun, qui avaient la citoyenneté, avec une conception de la nationalité très liée à la citoyenneté, pas au sol, au sang, aux origines, et donc des germes posés dans tout ce qui a pu suivre de combats pour l'internationalisme, contre le racisme. L'anecdote de la fake news aussi est intéressante, cette surinterprétation de cette petite phrase qui va mettre le feu aux poudres. Imaginez si c'était aujourd'hui, parce qu'avant, pour qu'une fake news circule, il fallait quand même le faire. Aujourd'hui, ça va très vite et ça fait, on le sait, des dégâts, mais... je ne crois pas à l'idée que c'est le seul élément déclencheur. Il faut un terreau, il faut des généraux ou des ministres et un Napoléon III vraiment en fin de course et incapable pour provoquer de telles catastrophes. Mais en tous les cas, les éléments déclencheurs, des fois, sont anodins. Et on voit bien votre formation d'historien aussi. Merci infiniment, David Assouline, d'avoir passé cette demi-heure avec nous. Merci.